Nice bit of skill. Odegaard tries to place it in. Perfection from Martin Odegaard, and that's fine. Here's Jesus also wriggling free and set up Bukayo Saka. Just like that, Arsenal double their lead. Jesus heavily involved again, and this time it's Saka. Work from Tomiyasu there. Helped out by Saka, that worked well. Great team spirit, great cohesion between the two young players. The counter-attack is on. Here's Smith Rowe. Oh, that's glorious. He's back with a bang. You cannot keep Emile Smith Rowe out of the team and out of the headlines for long. And it's an excellent save from Aaron Ramsdale again, before it's cleared off the line. This is Saka. Arsenal got options again. Saka. Played back defending, but it's Saka 3-0. Arsenal made it 3-0. The ball ricocheted to Saka and he said thank you very much. And Arsenal are in total control. Found his way through to Jesus. And a great finish. Ready to get here. Arsenal do retake the lead. You need a goal. This man a call. Here's Tierney, he's going to shoot, and he's going to find the far corner off the inside of the far post. But that's really good play by Granit Xhaka to bring the ball out of defence. Forward it goes to Odegaard, and now Arsenal are on the counter again. Saka up against Sarr. In it goes to Odegaard. Laid off, Smith Rowe! Oh, Arsenal have done it again! They've turned defence into attack once more, and they punish Chelsea. Oh, Nketiah again! He is on fire! Arsenal are on fire! And the Gunners already blowing this game wide open. As Arsenal play on it, Martinelli trying to get it. He does! What a goal! Gabriel Martinelli, it must be his first touch, and it was absolute perfection. Saka to Laka, back to Saka. Oh, that's brilliant. It was literally bish, bash, bosh. 2-1 Arsenal. Again, nice bit of skill. Odegaard tries to place it in. Perfection from Martin Odegaard, and that's fine. Here's Jesus also wriggling free and set up Bukayo Saka. Just like that, Arsenal double their lead. Jesus heavily involved again, and this time it's Saka. Work from Tomiyasu there. Helped out by Saka, that worked well. Great team spirit, great cohesion between the two young players. The counter-attack is on. Here's Smith Rowe. Oh, that's glorious. He's back with a bang. You cannot keep Emile Smith Rowe out of the team and out of the headlines for long. And it's an excellent save from Aaron Ramsdale again, before it's cleared off the line. This is Saka. Arsenal got options again. Saka. Played back defending, but it's Saka 3-0. Arsenal made it 3-0. The ball ricocheted to Saka and he said thank you very much. And Arsenal are in total control. Found his way through to Jesus. And a great finish. Ready to get here. Arsenal do retake the lead. You need a goal. This man a call. Here's Tierney, he's going to shoot, and he's going to find the far corner off the inside of the far post. But that's really good play by Granit Xhaka to bring the ball out of defence. Forward it goes to Odegaard, and now Arsenal are on the counter again. Saka up against Sarr. In it goes to Odegaard. Laid off, Smith Rowe! Oh, Arsenal have done it again! They've turned defence into attack once more, and they punish Chelsea. Oh, Nketiah again! He is on fire! Arsenal are on fire! And the Gunners already blowing this game wide open. As Arsenal play on it, Martinelli trying to get it. He does! What a goal! Gabriel Martinelli, it must be his first
Saka. Oh, that's brilliant. It was literally bish, bash, bosh. 2-1 Arsenal. Nice bit of skill. Odegaard tries to place it in. Perfection from Martin Odegaard. And that's fine. Here's Jesus wriggling free and set up Bukayo Saka. Just like that, Arsenal double their lead. Jesus heavily involved again. And this time it's Saka. Work from Tomiyasu there. Helped out by Saka. That worked well. Great team spirit. Great cohesion between two young players. The counter-attack is on. Salut l'équipe, bienvenue dans le débrief d'Arsenal Fans et Fiers. Et puis avec nous, on fait un débrief assez spécial puisqu'on a invité Heisenberg, Valentin, du coup, qui nous rejoint pour ce live-là, pour débriefer un peu. On avait fait un appel sur le dernier live aux followers pour venir débriefer avec nous la pré-saison et puis ce match d'Emirates Cup. Donc, bienvenue Valentin. Ça va. Merci de l'accueil. Ah bah, je t'en prie, écoute. Bah, tu tombes sur un débrief plutôt bon. Ouais, ça va. Même... Victoire 6-0, donc il y a pire. J'ai connu des jours un peu plus sombres. Non, et puis ouais, effectivement, bah, là, on va parler comme vous voyez dans le thème de l'après-midi, on va débriefer le match, on va parler un peu des top flops, et puis après, on discutera un peu de la pré-saison, des questions mercato, même si ça n'a pas trop bougé ces dernières semaines. Et puis on terminera un peu là-dessus, et peut-être terminer peut-être aussi sur le All or Nothing qui va tomber très prochainement. Mais du coup, ouais, commencer par le match. Et du coup, gros match à l'Emirates, hein. Victoire 6-0, triplé de Jesus, doublé de Saka. Et puis j'ai même plus le dernier but, c'est Nketiah qui est sur la fin, qui conclut. Donc ça fait un beau festival offensif. D'autre côté, toi, tu l'as senti comment Valentin? Moi, en dehors des buts, je suis surtout pensé comment on a joué au foot, que ce soit le jeu au pied de Ramsdale, la défense, c'était incroyable, que ce soit Saliba, Gabriel, Ben White, Partey était tentaculaire. Derrière, ça permettait beaucoup, que ce soit entre Saka, Jesus, Martinelli, ça combinait super bien. Tu avais Odegaard qui faisait un peu l'élément de colle entre tout, comme d'hab. Franchement, ça peut que être bon signe. Après, voilà, c'est que la pré-saison, ça veut tout et rien dire, mais bon, ça peut. Ça fait le deuxième gros test. C'est le deuxième gros test après Chelsea. Donc, il y a du positif. Hein. Et puis, ce qu'on retient, c'est dès le départ, quand même, c'est dans les intentions de jeu, c'est le pressing, comme d'habitude, qui est vraiment intense. Dans les premières minutes, déjà, on a un super gros pressing qui pousse Bono à faire un gros dégagement en touche. Donc, on met vraiment la pression dès le départ. Et puis après, c'est le penalty sur Saka qui directement donne la couleur. Hein. La faute de Rekic, elle est un peu même très très bête. Ouais. Et puis surtout, notez peut-être la passe de Odegaard d'abord, hein, qui est magnifique. Ouais. Après, toi, de ton côté, après. Après, il y aurait pu y avoir aussi un autre penalty sur White. J'aurais bien voulu voir des ralentis. Je sais pas. À la fin. Ouais, il y a une petite combinaison. Pareil, c'est Odegaard, je crois, qui remet encore à White. Ça, je crois que ça vient d'une touche entre Odegaard et Martinelli qui combine un peu, puis tu as White qui provoque. Sauf pour rajouter un pion. Ouais, non, mais ouais. Ça aurait pu être plus grave. Clairement, ça aurait pu être plus grave. Et puis ouais, après, c'est Saka qui vient conclure ce penalty. On a le premier but de Jesus à l'Emirates sur la transversale de Xhaka. La combinaison est plutôt cool. Hein. Le contrôle est sympa. Et c'est surtout, en fait, la connexion que tu as entre Jesus et Martinelli. On en parlait contre Chelsea, de se dire que les deux-là, ils aimaient beaucoup combiner sur le côté gauche. Et ouais, ça permute très bien et ça se comprend. Et même à l'image en fait, du troisième but, la passe, elle est magnifique. Et
et l'appel dans le dos de la défense pour conclure au second poteau. Elle est pas mal. Ça rappelle le bon vieux temps. Ouais. Et après aussi, il y a Saka, je trouvais, il avait peut-être un petit peu du mal parfois, même sur les matchs de pré-saison, tandis que là, j'ai trouvé vraiment très bon dans le jeu. Enfin, après, c'est que mon avis, il est peut-être un peu biaisé vu que je l'aime beaucoup, mais j'ai trouvé assez bon, que ce soit dans les combinaisons avec Odegaard, même avec Jesus, des fois ça permettait. Saka, il prenait l'axe, Jesus, il prenait la droite, ça a beaucoup permuté dans les attaques. Un peu à l'image de City où les trois attaquants, ils n'ont jamais des postes fixes et ça décale à droite, ça va dans l'axe, ça va à gauche. Et ça, c'est pas mal. On sent que Arteta, il veut copier un peu le système de jeu de Guardiola, que ce soit avec Partey qui joue un peu le rôle central. Ça colle. Franchement, c'est pas mal. Non, ouais, mais t'as raison, hein, c'est clairement ça. Après, on sait tous, hein, c'est l'élève de Pep, donc il y a cette volonté d'avoir des joueurs hybrides qui combinent entre eux et qui n'ont pas des postes fixes. Et d'accord avec toi aussi sur Saka, Noël l'avait dit en pré-saison sur le dernier débrief, c'est qu'il n'avait pas fait une très grosse pré-saison, mais là, il se met en jambes, je pense, et comme on l'avait dit, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Même s'il n'est pas forcément en jambes, il arrivait à marquer des buts. Donc là, aujourd'hui, le petit doublé aussi qui met en confiance. Et ouais, la prestation, elle est solide globalement, même sur les temps un peu plus faibles, parce qu'on a commencé vraiment très fort. Ouais, c'est ça. C'est logique, hein, dans tous les cas, quand on met beaucoup d'intensité, au bout d'un moment, on se relâche un peu. Et puis même le score fait que tu te relâches aussi un peu mentalement. Tu te dis, bon, c'est l'Emirates Cup, on gagne 4-0 au bout de 20 minutes. On va pas forcément non plus pousser comme des dingues et aller jusqu'à se blesser ou à faire trop d'engagement. Que dire de plus? Peut-être la solidité de la charnière défensive. Et Saliba c'était le meilleur. Hein. Je pense comment il sortait du pressing ou même défensivement, c'était très 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 fort, hein, Saliba là aujourd'hui. Il y a cette petite sortie là sous le, où il est pressé par 3 joueurs et il s'en sort impeccable. Et notez aussi que l'Emirates était en train d'applaudir à chacune de ses touches. Ça fait plaisir aussi quand tu sais un peu, entre guillemets, l'historique qui s'est passé, que le joueur a été prêté, etc., qu'il y avait des rumeurs comme quoi il n'était pas forcément pour revenir, etc. Enfin bref, tout ça. Et du coup, l'Emirates qui le met aussi en confiance. Donc, c'est vraiment cool. Et ouais, sur le 11, en fait, on n'a pas parlé forcément du 11, mais toi, tu penses que le 11 qu'on a vu aujourd'hui contre Séville, ça sera le même contre Crystal Palace, ou est-ce que je pense pas que ce sera le 11 type sur la saison, mais je pense que contre Crystal Palace, je pense que je vois mal d'autres possibilités, à part s'il y a une blessure ou quoi. Vu l'état du banc aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait un mec qui peut prendre la place de Titus, quoi. Ouais, non. Après, là, hier, on a eu les retours de Tomiyasu et Tierney, mais c'est vraiment trop tôt, tu vois. Ils ont eu quelques minutes sur la pré-saison, c'est beaucoup trop peu. Donc, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que ce sera le 11 aussi qu'on va voir contre Crystal Palace. Après, sur la saison entièrement, effectivement, ça serait cool d'avoir nos latéraux de retour parce qu'on va avoir pas mal entre la coupe, enfin les coupes, l'Europe et puis la PL, on va devoir avoir un peu de rotation. Et puis moi, j'aimerais bien voir Ben White en dehors de ce poste de défenseur droit, même s'il est bon dedans, tu vois, même s'il a la capacité de le tenir. Moi, ce que je disais, c'est que je préfère le voir dans l'axe. Il a cette capacité de relance aussi dans l'axe, et puis l'entente avec Gabriel a fonctionné bien. Donc, je me demande comment Arteta il va faire avec les trois centraux. Après, c'est bien. Avant, on avait le choix entre Mustafi, Socrates. Mais je sais pas. Moi, je pense pour l'instant que Gabriel la hiérarchie, et je pense qu'il y aura tellement de matchs avec la Coupe du Monde qui vont s'enchaîner. Je pense que les trois auront leur chance, et puis ça se trouve Saliba il va renverser la hiérarchie. Ça se trouve, on aura une charnière Saliba, Ben White, et on s'y attend pas trop, parce que je pense que pour l'instant, le indéboulonnable, c'est Gabriel, soit par le leadership, sa taille, même il est décisif devant le but. Marqué 5 buts, je crois, l'année dernière. C'est plutôt pas mal. C'est ça. Non, de toute façon, on l'avait dit, hein, on verra, mais je pense que, comme l'avait dit Arteta, il y a une compétitivité en interne, donc ça va se battre, et puis c'est cool vraiment de mettre la pression aussi sur les centraux, parce que effectivement, comme tu le disais, avant, on n'avait pas trop le choix. Maintenant, on a un peu ce luxe d'avoir des 3 centraux internationaux qui ont justement chacun des qualités qui permettent de prétendre à un poste de titulaire. Donc c'est cool, vraiment cool. Que dire de plus? Peut-être passer sur les top flops, à moins que tu avais quelque chose à rajouter de spécifique sur le match.
avais peut-être quelque chose à dire de plus. Non, je pense. Mais sinon, on peut sur le match, non, en vrai, je pense qu'on a pas mal résumé. Après, il y a le chat peut-être qui peut. Je pense qu'on a eu aussi à dire. La précision, ouais. Dans le chat, qu'est-ce que ça nous dit? Je pense que Saliba et White ont un plus gros potentiel que Gabriel. Ça, c'est un débat qu'on avait eu. Je sais pas. Moi, personnellement, je suis plutôt d'accord avec ça. Je pense que Gabriel a le moins gros potentiel des trois. Mais après, à l'heure actuelle, effectivement, Gabriel, il tient bien la route. Moi, je pense que sur le fait d'être complet, je pense que peut-être c'est celui qui a le moins gros potentiel. Mais défensivement, moi, je pense que c'est le meilleur. Voilà, je veux dire, on a quand même de la qualité derrière. Après, je trouve que jeu au pied, ça c'est pas mal. Il s'est pas mal amélioré, Gabriel, surtout sur ses transversales opposées, souvent vers Saka. Je trouve que c'est pas mal amélioré. Après, voilà, autant profiter des trois. Ça sert à rien de dénigrer un pour mettre en valeur et quand on jouera la Ligue des Champions, on aura besoin c'est ça. C'est sûr. Non, mais oui, mais après, voilà, c'est le débat. Il y a quelques saisons, on avait ce fameux débat entre qui de Lacazette et Aubameyang devait prendre le poste de numéro 9. Maintenant, cette saison, comme on l'a dit, ça sera qui va aller en charnière centrale. Et puis non, effectivement, comme tu le dis, c'est pas l'histoire de dénigrer un joueur, mais c'est effectivement parler des capacités intrinsèques de chacun. Et effectivement, je pense que le chat est plutôt d'accord avec nous. On a Calm Stoven qui nous dit je trouve que Gabriel est moins propre que White. Et effectivement, je pense que sur le niveau technique, il est peut-être un cran en dessous. Et puis même sur le niveau en fait de potentiel sur le long terme, je pense que ça sera celui qui atteindra le premier son plafond. Mais franchement, très, 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 très gros défenseur. Hein. On se rappelle vraiment de ces matchs l'an dernier contre De Antonio ou contre West Ham, etc., où il est justement très dur sur l'homme. Ouais, c'est ça, très, très dur sur l'homme. Et puis il fait pas tant d'erreurs que ça. Donc, après, voilà, chacun a sa capacité. Effectivement, White, on le vend aussi pour sa capacité de lecture de jeu, pour ses passes, etc., son intelligence de jeu. Donc, franchement, voilà, on a de la qualité, on ne va pas s'en plaindre et on verra comment ça sera géré l'an prochain. Donc, vraiment pas d'inquiétude là-dessus. Je te propose de passer sur les top flops. C'est une catégorie sur laquelle on va débattre aussi. Pour toi, ça serait quoi tes 3 plus gros tops sur ce match-là? Et potentiellement, tes 3 plus gros flops. Après 3 flops, je t'oblige pas à sortir non plus 3 mecs, forcément. Mais peut-être le joueur qui a moins brillé. Alors, en top, je dirais Jesus, Partey et Saliba. Je pense que pour moi, c'était les 3 meilleurs sur le terrain. Après, en flop, franchement, c'est dur. T'es pas obligé. Hein. Peut-être le seul flop que je dirais, c'est peut-être les changements d'Arteta. C'est-à-dire, par exemple, faire rentrer Lokonga, Nelson à la 89e. Bon, en match amical, je vois pas trop l'intérêt. Pourquoi pas leur donner 10-15 minutes histoire de montrer. Après, peut-être avant le match de Cristal, mais voilà, c'est le seul point négatif que je trouve du match. Ouais, Yves, il est plutôt d'accord avec toi. Il dit aussi déçu par les changements d'Arteta qui sont trop tardifs. Après, tu as Pierrot qui nous dit au niveau des tops, pareil, Jesus, Partey, Saliba. Et J-Paul qui nous dit que Xhaka est un flop. Je ne sais pas si c'est un vrai flop sur ce match-là. J'ai pas l'impression comme ça. Moi, j'ai trouvé bon Xhaka. Il a été pas mal. Hein. Il a l'origine depuis un moment. Là, la petite passe de Partey en cloche, il a failli marquer. Ouais, c'est ça. C'est lui qui lance dans la profondeur pas mal de joueurs. Moi, au niveau des tops, je suis assez d'accord avec toi. T'inquiète, Calvin, on va le citer, mais Martinelli qui a fait un gros match sur le côté gauche, grosse activité, que ce soit solo dans ses dribbles et puis sa capacité à sprinter, et puis même sa connexion avec Jesus qui a été qui est vraiment une vraie connexion, tu vois. Genre là, les deux là, ils s'entendent à merveille et on se le disait avec Noé avant le début du live, mais à droite, on avait cette connexion un peu haut de garde Saka. Et à gauche, on a cette connexion Gabriel Jesus Martinelli qui prend aussi place. Donc, on a vraiment de la qualité devant. Donc, ça fait plaisir. Après, effectivement, Jesus, comment ne pas le citer? En fait, le triplé fait que justement, tu es obligé de le citer dedans. Et puis après, en troisième top, quand même Saka. Ah, t'es là, Noé? Lounès qui nous rejoint, on t'entend. Je sais pas si. Ouais, je t'entends. Ok. Je suis désolé, Skype voulait vraiment pas que je me connecte entre la connexion frauduleuse, le PC qui est à 2 doigts de décéder et le timing. Je suis désolé pour le nouveau retard, donc continue. Écoute, non, là on était sur la top flop et
Écoute, si toi tu veux en parler justement, pour toi, quels sont tes tops et tes flops sur ce match-là un peu? Moi, mes tops, en tout cas, clairement Jésus. Enfin, tu mets un triplé, t'es obligé d'être dans les tops. Saka, il met un doublé, il peut être que dans les tops. Même si Saka, il y a quelques petits moments où je pense qu'il aurait pu mieux jouer certains coups. Et je mettrais quand même Saliba dans les tops. On en avait parlé juste avant sur WhatsApp. Ouais. Et Martinelli, ça fait 4 tops, mais en l'occurrence, même Odegaard, quand tu gagnes 6-0, c'est difficile de trouver des flops. Et moi, si j'avais à trouver un flop en particulier, je pense que ce serait surtout la première mi-temps de Thomas Partey, qui était vraiment abominable. Et sinon, abominable, j'exagère peut-être, mais pour moi, c'était pas au niveau. Et après, le reste, écoutez, moi, j'ai trouvé que tout le monde a été au niveau, et c'est ce qui a fait qu'on les a explosés 6-0, en fait. Il y a pas mal de gens, on a Igot et Calm qui nous dit dans le chat, au niveau des flops, entre guillemets, un petit flop, ce serait Zinchenko sur son positionnement, notamment, qu'il a mis en difficulté 2-3 fois. Ouais. Je ne sais pas comment vous avez ressenti son match, comment vous avez vu un peu son match de son côté à Zinchenko pour sa deuxième sur le côté gauche. C'est vrai que des fois, il prenait un peu. Il y avait Zinchenko qui prenait limite son positionnement et il venait se caler genre en mode en deuxième 8. Avec ouais, c'est ça, un peu en avant. Ouais, c'est ça. Donc c'était un peu bizarre le positionnement, mais après, je pense que c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être une tactique qu'il veut mettre. Peut-être Zinchenko, peut-être à l'avenir, on aura Zinchenko qui jouera à 8 et Tierney qui prendra la place gauche. Je sais pas. Je pense que Arteta peut-être. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal à voir Zinchenko au milieu de terrain. Tu vois, pour moi, ça sera purement du bricolage si on amène Zinchenko au milieu, mais ouais, après, je pense qu'effectivement, c'est un joueur quand même qui joue assez haut de base. Mais Xhaka, pas de blase 97 nous dit Xhaka match de fou. Donc, totalement à l'inverse de celui qui nous disait que Xhaka était un flop sur ce match-là. Je le trouvais bon, exactement. Mais en tout cas, Zinchenko, propre dans ses décrochages. Et puis surtout, en fait, au niveau de la qualité de passe. Les passes, n'importe quoi, Zinchenko, les transversales qu'il te met à chaque fois. Moi, par contre, là où je peux rejoindre certaines personnes, moi, j'ai pas trouvé le match de Zinchenko foncièrement mauvais, mais c'est que des fois, tu te dis, il peut y avoir quelques petites lacunes défensives. C'est comparé effectivement au côté droit où tu as White qui est quand même assurance touriste quoi d'un point de vue défensif. D'autre côté, Zinchenko, ça passait pas mal de son côté, moi j'ai trouvé, donc voilà. Mais au-delà de ça, le mec, moi je le trouve super bon, je le trouve intelligent dans le jeu. Sa qualité de centre, ça change un peu de Tierney parce que Tierney déborde souvent. Lui, il peut te centrer un peu de plus loin, je trouve. Donc tu vois, non, Zinchenko, moi j'adore en fait. Donc voilà. Ouais, et puis c'est que son deuxième match, donc il y aura forcément réajustement tactique. Le type va prendre ses marques, etc. avec sur son côté gauche Martinelli et Xhaka, mais c'est prometteur. Et d'ailleurs, il y avait un moment, c'était en deuxième période, il fait une passe pour Martinelli. Martinelli était hors jeu de peu, je crois. Et sinon, il allait tout seul au but et c'était dommage parce qu'encore une fois, c'était une bonne passe. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un latéral gauche en fait qui peut te faire le jeu tout simplement et qui est pas juste là pour déborder et centrer. Et voilà. Mais après, effectivement, Zinchenko, moi je pense que son gros axe de progression pour nous, même si c'est bien que Xhaka compense en revenant un peu derrière, c'est d'être un peu meilleur défensivement, de ce que j'ai vu sur les deux matchs, quoi. Moi, ce que je pense, c'est que je suis très content qu'on ait fait Zinchenko, que ce soit par sa polyvalence ou son niveau. Ouais. Mais moi, on m'enlèvera pas de la tech. Pour moi, dans l'équipe type, je sais pas si vous vous souvenez de l'équipe contre Manchester City là, au 1er janvier, juste avec Jesus à la place de Lacazette. Et je pense que c'est vraiment la meilleure équipe d'Arsenal avec les joueurs qu'on a. Il y avait Martinelli à gauche, Saka à droite. Ouais, ce match-là était ouf en vrai. Mais... C'était Tierney, Gabriel, White, Tomiyasu, Partey, Xhaka, Odegaard et les trois devant. Quoi. Ouais. Après, tu vois, là, pour le coup, en fait, on a des postes où clairement maintenant, t'as une grosse concurrence. Enfin, le poste de latéral gauche, vu toutes les blessures de Tierney, maintenant, on va pas dire Tierney est le titulaire indiscutable. Malheureusement pour lui, et je pense malheureusement pour nous, supporters, parce qu'on adore tous Tierney. Maintenant, il va être concurrencé par un mec qui jouait la Ligue des Champions chaque année, par un profil différent. Et donc, on verra ce que ça va donner. Et pareil au poste de défense centrale. Enfin, même si moi, j'aime bien White, Gabriel, maintenant, tu as un mec comme Saliba qui va toquer à la porte. Ça va être la concurrence à limite tous les postes. Bon, au milieu de terrain, chacun aparté pour l'instant, ça va. Mais bon, on verra. Et puis, au final, le seul entre guillemets qui semble un peu intouchable, bon, au-delà de Odegaard qui est le capitaine, bon, il y a Saka. Bon, au final, je vais faire tout l'effectif, mais enfin, il y a Odegaard qui est le capitaine, effectivement, pas Saka, mais même Gabriel Jesus, il n'est pas à l'abri. Si Nketiah continue à être très en forme et que Jesus a un petit coup de moins bien, ce qui est possible, et on verra. Mais c'est ça qui est bien avec cet effectif, c'est que tous les postes sont limite doublés en fait. Ouais. Moi, j'ai hâte du retour de Smith Rowe aussi, parce que
Ouais, c'est à son meilleur niveau, Bah, c'est il quand nous dit même dans très le très fort et je pense qu'il offre un profil différent de Martinelli où les équipes qui jouent bloc bas que de faire valoir, on va dire. Ouais, bah, West Ham nous le dit, hein. J'ai peur pour certains comme Tierney ou Smith Rowe, même Tomiyasu, au final, des joueurs qui ont été beaucoup blessés, enfin, Tierney et Tomiyasu qui ont été quand même beaucoup blessés l'an dernier, et Smith Rowe qui n'arrive pas forcément à se remettre pour l'instant en jambes. Mais effectivement, comme tu dis, ouais, Smith Rowe, c'est un profil différent qui peut jouer justement, comme on l'avait dit, côté gauche, qui peut jouer aussi peut-être au poste d'autre garde, et puis même qui peut redescendre d'un cran en tant que numéro 8. Donc à voir hein, s'il se remet en forme, ça serait cool parce qu'effectivement l'an dernier c'était un de nos meilleurs joueurs. Hein. Typiquement avec sa finition clinique, il était très clutch. En fait, donc si on peut le récupérer. La saison de Smith Rowe, elle a fait un peu la pente descendante dans le sens où le début de saison c'était notre meilleur joueur, même dans les matchs où on perdait, c'était vraiment notre meilleur joueur avec Gabriel ou White, enfin je me rappelle plus exactement. Et plus le temps passe, c'est-à-dire jusqu'à décembre, il avait un très très gros niveau, il était clutch, il marquait tout le temps, c'était une chose qu'on lui reprochait. Et à partir de janvier-février, je crois, il a eu un petit pépin physique et au final, ça a fait que descendre. Et même à certains moments, il était titulaire. On était en mode, mais le mec, enfin, c'est pas, il sert à rien, mais le mec, où est passé le Smith Rowe qu'on a connu sur la première partie de saison? Et j'ai peur que ce soit un peu toujours la pente descendante. Bon, là, il était blessé pour le coup. Mais en tout cas, Smith Rowe, ça va être un sacré enjeu sur cette saison dans le sens où est-ce qu'il va rebondir? Est-ce qu'il va pouvoir, parce que maintenant c'est lui le challenger, ce qui est intéressant c'est qu'avant c'était Martinelli le challenger et Martinelli a gagné sa place, mais là maintenant ça va être au tour de Smith Rowe d'aller récupérer entre guillemets sa place, et pour le coup nous pour l'équipe ça peut être que bénéf parce que forcément quand tu as des joueurs qui sont en concurrence et que tu n'as pas vraiment de titulaire indiscutable à ce poste là, quand tu as un effectif qui joue deux compétitions, c'est-à-dire l'Europa League plus l'APL, plus la Carabao, plus après la FA, franchement tu peux mettre que ton effectif vers le haut, et c'est ce qu'on n'avait pas lors des les deux précédentes saisons, ou surtout la saison 2020-2021 où en fait on avait des joueurs moyens même qui étaient déjà titulaires. Donc non, moi je me fais pas d'inquiétude pour Smith Rowe, je me fais pas d'inquiétude pour Tomiyasu. Je pense que Tomiyasu va récupérer sa place si les blessures le laissent. Et puis Tierney, par contre, Tierney c'est un peu un point d'interrogation parce que on se rappelle que Arteta il avait pas hésité à bench Tierney en début de saison dernière quand Tavares enchaînait très bien les matchs. Donc on verra. On verra ce que ça donnera, on verra ce que Arteta veut faire, et puis voilà, de toute façon l'objectif il est simple. Pour moi le seul facteur X là c'est les blessures, hein. Typiquement s'il n'y a pas de blessures ça va le faire, mais là c'est ça. On verra parce que oui les blessures ça fait chier, mais moi je me rappelle que l'année dernière Tierney était blessé, et quand il était plus blessé il a laissé Tavares qui faisait des bons matchs, donc on verra s'il fait pareil avec Zinchenko ou pas, donc voilà. Ouais. West Ham qui nous dit dans le chat, du coup, Odiard m'impressionne à chaque fois. On a l'impression qu'il fait grandir, améliorer son football, mais ouais, franchement, Odiard, on le disait, hein, je pense que cette saison, c'est vraiment, il va rentrer dans une nouvelle dimension. Au-delà d'être le capitaine, comme on l'a cité sur le compte aujourd'hui, et du coup, il est désigné en tant que capitaine officiel cette saison, on attend de lui à ce qu'il soit en fait tout simplement vraiment le métronome offensif, le vrai maestro, et qu'au-delà d'avoir des passes décisives, aussi, il aille marquer des buts. Mais son rôle, il est prépondérant à notre jeu, déjà, ça c'est sûr. Hein. On le voit encore aujourd'hui, déjà rien qu'avec la première action du but qui amène au penalty. Et puis ouais, effectivement sur le leadership, hein, franchement là, il va traverser, je pense, un vrai palier. Donc vraiment, je pense que ça va être sa vraie saison avec Arsenal, et c'est là qu'il va commencer à être vraiment ultra décisif, que ce soit via les buts ou c'est même surtout qu'il arrive complètement à maturité, le mec. Maintenant il va avoir, donc c'est un 98 je crois, il va avoir 24 ans, ou il les a peut-être déjà eu, je sais plus, là 24, 25, 26, 27 ans, le mec là. En fait ce qui est bien avec les recrutements qu'on a fait cette saison et la saison passée, c'est-à-dire qu'on a que des mecs qui vont avoir entre 23 et 27 ans, c'est-à-dire la période où en fait t'es plus ou moins le meilleur. Bon après t'as des joueurs exceptionnels qui sont encore entre 33 et 34 ans, mais au-delà de ça, Odegaard, c'est ça qui est fascinant, parce qu'en plus la saison dernière c'est vraiment l'une de ses premières saisons vraiment complètes, parce que je crois qu'il a été prêté aux Pays-Bas, je sais pas combien de matchs il disputait, mais il était bon. Il avait été prêté une deuxième fois aux Pays-Bas, il était bon aussi. Ensuite il avait été prêté à la Sociedad, il avait été très très bon, mais il avait eu sa petite blessure, je crois, quand il y avait eu le restart ou quoi. Puis après quand il est venu chez nous la première année, donc il a fait un prêt de 6 mois, les 6 mois c'était moyen, enfin faut le dire, le bilan c'était moyen même. Ouais, mais avant, il avait fait 6 mois sur le banc du Real Madrid. Et donc là, la saison dernière, il a eu du temps avant de gagner sa place. On se rappelle que Lacazette était titulaire à sa place au poste de 10. C'est dire
Et après. Un 4-4-2 même, c'était même pas un 10, c'était plus un 4-4-2. Ouais, c'était pas vraiment un 10, effectivement, mais vu qu'il décrochait et que Aubameyang était devant, ça fonctionnait bien au début, mais après on a remarqué qu'au final non. Et au final, après on a eu Lacazette et Ødegaard ensemble. Et là, pour le coup, maintenant on a Ødegaard et Jesus ensemble. Et moi je me dis, franchement, c'est parfait parce que le profil colle parfaitement. Les ailiers, il les connaît. Les milieux, il les connaît. Donc Ødegaard, là, franchement, il est dans son élément de fou. Et on le voit sur le terrain, le mec, il joue en claquette. Donc c'est super cool. Et moi, je m'attends à une grosse saison aussi de sa part. Et s'il fait pas une grosse saison, c'est vrai, je pense qu'on sera plus d'un à être déçu parce qu'en plus, c'est notre capitaine. Donc on verra, mais je pense que personne ne sera surpris si jamais Ødegaard te sort une saison de fou malade. Donc je te rejoins en fait, Loïc. Et niveau mercato, parce que il y en a plein qui attendent l'arrivée d'un milieu, mais moi j'attends plus le sens des départs en fait. Parce que, les départs. On a eu Tavares. Après les départs, on ne peut pas y faire grand chose. Ouais. Déjà, en parlant de départ, on peut parler de Tavares qui part du coup en prêt à Marseille. Donc, je ne sais pas comment toi tu le ressentais, Valentin, ce prêt-là. Est-ce que tu penses que pour Tavares, c'est le bon plan de… Parce qu'en fait, on a deux visions. En fait, on se disait qu'effectivement, c'est un joueur qui a besoin d'avoir de l'expérience, qui a besoin de gagner de l'expérience parce qu'il est encore trop jeune et pas assez mature dans son jeu et dans ses choix. Mais dans un autre sens, en fait, on s'est dit, parce qu'en fait, sur le côté gauche, du coup, en tant que latéral gauche, on a Zinchenko, Tierney, qui est très souvent blessé. Et justement, Tavares a cette chance de pouvoir justement sauter Tierney dans la hiérarchie parce que si Tierney enchaîne les blessures, on va avoir besoin d'un backup en fait pour Zinchenko. Donc, pour toi, qu'est-ce qui était le mieux à faire pour cette situation-là ? Moi, je pense que c'est vraiment le mieux le départ déjà à Marseille. S'il y va sans option d'achat, c'est vraiment, je pense, pour être titu. Il vient juste pour renforcer l'équipe. Et ils vont jouer la LDC, donc l'expérience en Ligue des Champions, ça peut être pas mal. Après, moi, je trouve Tavares, il a des compétences techniques et physiques bien au-dessus de la norme. Mais il a un QI foot, je trouve, parfois, ça pose question. Donc, je pense vraiment un prêt à Marseille, c'est parfait. Surtout que les prêts à Marseille se sont toujours bien passés pour l'instant. Et je trouve que si on a besoin d'un backup, c'est-à-dire out, Cédric, je veux dire, sur un match d'Europa ou quoi, il peut faire le taf. Donc je pense que c'est bien. Et au moins, ça limite l'effectif sans trop l'affaiblir. Quoi Attends. Excusez-moi. Non, pour Tavares, moi, je suis d'accord avec Valentin sur certains points dans le sens où physiquement et techniquement, il est bon. Enfin, surtout physiquement, moi c'est plus l'aspect physique que je trouve intéressant. Bien évidemment, le QI football, c'est pas ouf, mais je trouve que l'Olympique de Marseille, c'est un peu un traquenard. Moi, je l'aurais pas prêté là-bas, même si ça joue à 5 derrière, ça peut être bien pour Tavares, etc. Pour moi, pour l'OM, quoi qu'on peut en penser, ça se trouve, il y a des Marseillais qui nous regardent ou quoi, mais pour moi, c'est un club qui est plus qu'instable. Sampaoli, il s'est cassé, personne s'y attendait. T'as des joueurs qui viennent, qui repartent, t'as l'impression qu'ils n'ont pas un effectif qui est stable. Donc, moi, je te dis honnêtement que Marseille, pour moi, non. Enfin, moi, j'aurais préféré largement la première ligue, c'est-à-dire Brighton, où il était lié à un autre club, je ne sais plus qui. Ou aussi l'Atalanta. Il y avait Brighton et l'Atalanta. Donc l'Atalanta, j'aurais été content. Et pour moi, la Ligue des Champions, c'est un plus parce que j'espère quand même, franchement, je le dis honnêtement, j'espère que l'OM va passer les poules. Mais généralement, la Ligue des Champions, ça va être quoi ? Ça va être 6-7 matchs. Non, attends, 8 matchs. Non, bref, je sais pas compter. 6 matchs. Ça va être 6 matchs. Je me dis que, ok, mais sur les 6 matchs, tu vas peut-être affronter une équipe de niveau similaire à Marseille et peut-être une ou deux équipes qui ont vraiment le niveau de C1. Et pour moi, tu n'as rien de mieux que la compétitivité de la première ligue, pardon. Donc, non, je suis pas chaud de ouf pour un prêt. J'étais pas chaud de ouf pour un prêt à Marseille. J'étais chaud pour un prêt, pas Marseille. Et après, pour rebondir à ce que tu disais, Loïc, dans le sens où il y avait le cas Tierney. Moi je pense que Tierney, ça a été vu avec lui tout simplement. Est-ce que Tierney, sa blessure, est-ce qu'il va revenir vite ? Moi je pense qu'il va revenir. Donc on aura Zinchenko et Tierney, donc il va revenir peut-être, je sais pas, on n'a pas de date ou quoi, mais peut-être qu'il va revenir fin août ou début septembre, enfin bref, je sais pas exactement. D'ailleurs Tierney, il s'entraîne collectivement ou pas là actuellement ? Ouais, ok. Il a repris l'entraînement hier, je crois. Il a repris l'entraînement hier, mais pas collectivement, je crois. D'accord. C'était l'entraînement solo. Si moi j'ai vu des photos avec Holding et tout. Avec le groupe. Et Tierney, du coup, ça veut dire que c'est dans la bonne voie. Et au pire des cas, c'est-à-dire que si Tierney se répète entre les 6 mois, Zinchenko, tu peux essayer de penser qu'il va te faire les matchs de PL. Et puis, je sais pas, tu trouves un mec de l'académie pour l'Europa ou autre chose, ou la Carabao, enfin bref. Et à partir de ce moment-là, en plus, il y a la Coupe du Monde. Et à partir de ce moment-là, si Tierney se pète encore, tu as le mercato hivernal pour
pour aller faire tes emplettes. Ouais. Et je sais pas s'il y a une clause s'il y a un recall pour Tavares, mais au pire des cas, je sais pas s'il y a ça. Mais dans le pire des cas, tu achètes au mercato d'hiver, et puis là, tu te dis, bon, bah, Tierney, l'été prochain, je suis désolé, frérot, mais ça fait 4 saisons que tu passes chez nous, 4 saisons où tu te pètes à chaque fois plusieurs mois. C'est plus possible à partir de ce moment-là. Donc voilà. Ça peut paraître un peu dur, mais d'un autre côté, c'est la réalité, en fait, Tierney, c'est ce qu'on lui reproche. Et on aura le même discours. Moi, j'espère. J'aurais le même discours pour Partey, hein. J'aurais le même discours pour des joueurs qui se pètent trop souvent. Au bout d'un moment, on peut plus... Pareil pour Tomiyasu. Bon, Tomiyasu, c'est que sa première saison. Mais au bout d'un moment, on peut pas aller de l'avant, en fait. Des mecs comme... des clubs comme Manchester City, ils n'ont pas beaucoup des joueurs qui se blessent tout le temps. Enfin, au bout d'un moment, on peut pas avancer si on a des injury prone partout, en fait. J'espère vraiment que Tierney va revenir parce que quand il était quand on a eu Tavares l'année dernière, on s'est rendu compte du manque de Tierney. Ouais. Je pense que vraiment à son top niveau, c'est du top qualité mondiale. Après, je suis peut-être un peu j'ai peut-être encore un avis biaisé, mais je pense vraiment que c'est très très fort Tierney. Il sait tout faire en fait. Même c'est un meneur d'hommes, etc. Donc j'espère vraiment qu'il va revenir au top. En tout cas, il a l'ADN Arsenal. Et ça, c'est quelque chose dont on avait besoin. C'était l'un des seuls à l'avoir quand on était vraiment au fond du trou. C'était l'un des seuls à l'avoir. Donc, déjà, il a ça. Son apport offensif, il est bon. Il marque ses 2-3 buts par saison. Il fait beaucoup de passes décisives. Un peu stéréotypé quand même. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça le gros point négatif. Ouais, c'est vrai. Ça fait 2 ans, en fait, on a l'impression qu'il fait tout le temps pareil, son crochet, hop, il bouffe la ligne, il centre en retraite. Ouais, au bout d'un moment, les mecs, ils ont compris, et c'est pour ça que c'est moins passé l'année dernière. Mais défensivement, il reste quand même fiable, en fait. Enfin, pour un latéral gauche, c'est-à-dire les latéraux sont plus à vocation offensive dans notre football, mais lui, il est vraiment bon défensivement, et c'est ce qui était rassurant, en tout cas, l'année dernière. C'est ce qui a fait qu'on était l'une des meilleures défenses les 6 premiers mois, quoi. Ouais. Donc, on va. Après, on verra bien dans tous les cas. Si Zinchenko est titulaire, de toute façon, c'est pas trop un souci parce que Tierney. Zinchenko, on verra ses limites très rapidement si on voit que défensivement ça va pas. Hein. De toute façon, fin août, on sera déjà fixé sur le niveau de certains joueurs qu'on a recrutés. Hein. Après, j'ai pas de doute. Moi, si Zinchenko allait être titulaire, justement, Tierney allait avoir beaucoup moins d'enchaînement de matchs, donc beaucoup moins de blessures par la même occasion, donc ça devrait le faire, hein, tu vois. Il va pas tant bourlinguer que l'an dernier où il a dû pas mal enchaîner puis après se péter. Donc on verra les blessures. De toute façon, on peut jamais être sûr là-dessus. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Ça nous parlait effectivement dans le chat, on a lancé le point mercato, donc effectivement ça nous parlait de plein de rumeurs. Ça nous a parlé de Tielemans, donc depuis ça n'a pas changé. Ça nous parlait de Bowen, mais Bowen impossible les gars. Trop cher. Vraiment impossible. 100 millions les gars. Ouais, c'est cher. Hein, 100 millions. Il lâchera pas. Le West Ham le lâchera pas. Donc. Après on a Fabio Vieira. Hein, il jouait ailier droit de temps en temps à Porto. Enfin, j'ai vu ça un petit peu. Ouais, il a assez hybride dans son jeu, donc. Donc ça peut très bien dépanner à la place de Saka. Je pense même Smith Rowe et Martinelli, je pense qu'ils peuvent très bien jouer à droite. La priorité, là, dans tous les cas, on se disait lors du dernier live, c'est forcément un milieu de terrain. Donc, je pense qu'en gros, si une arrivée doit venir, justement, ce sera un milieu de terrain. On ne va pas aller chercher un ailier ou autre, alors qu'on a déjà du monde qu'on doit déjà faire partir. On n'est pas sûr de faire partir certains joueurs. Comme tu le disais, justement, Valentin, on a pas mal de départs. Hein. On doit avoir des joueurs qui doivent partir, mais c'est toujours une galère. Typiquement, l'exemple type, c'est Leno avec Fulham. Hein. Pas capable de lâcher... clairement, Torreira, c'est désolant. Il est le joueur de la saison à Fiorentina et ils veulent pas lâcher un bifton pour mais ils sont pauvres les Italiens, c'est bon, ils nous font le coup chaque été, c'est bon, il ne faut plus marchander avec eux. Ouais, et puis après, tu as le Betis Séville qui, justement, avec Hector, voulait le faire venir, mais veut pas payer ou n'a pas l'argent pour, je sais plus. Et en gros, le joueur aussi veut retourner de son côté en Espagne. Donc, on est dans ce cas-là où on est un peu le cul entre deux chaises, où on peut pas faire grand-chose parce que les clubs veulent pas lâcher l'argent. Et puis après, on a aussi le KPP, on n'en parle pas tant que ça, mais effectivement, le joueur veut rester de ce qu'on a compris, de ce qu'il a annoncé sur ses réseaux, etc. À mon avis, on n'aura pas d'autre idée parce que tout simplement, Arteta et Pepe ont eu une discussion et il reste, je pense. Hein. Du moins pour 6 mois. Hein. Mais je pense qu'il va rester. Hein. Ouais, je sais pas s'il y a une discussion quoi que ce soit, mais en tout cas, difficile d'aller le vendre. Et puis le prêt, on n'a rien eu jusqu'ici en termes de proposition. En tout cas, on n'a pas de rumeur, à moins que ça se passe en sous-marin et qu'on le voit partir en prêt d'ici là. On aura Nelson et on aura Je pense que les départs, ça va faire comme les saisons précédentes. Tout va se décanter la dernière semaine. C'est souvent. Ouais. C'est les clubs. Mercato, les clubs qui, en fait, les clubs savent que nous on vend mal.
Du coup, ils attendent bien la dernière semaine pour se dire, ah bah tiens, Arsenal, on va négocier vraiment les derniers jours, comme ça, ils vont être obligés d'accepter notre offre de prêt ou je sais pas quoi. Et à chaque fois, on se fait carotte, en fait. Donc, c'est un peu chiant. Mais on a... Même Pablo Mari, à Skip, j'ai vu qu'il était lié au Brésil pour retourner, parce que ce mec-là, il a rien à faire dans l'effectif, sérieux. Non, mais ouais, mais c'est compliqué. Dans tous les cas, les départs, ce sera toujours une galère. On a maintenant, on a cette étiquette un peu de club qui s'est fait avoir sur les précédentes saisons avec tout ce qui était le mercato. Donc, ça va durer cette année, peut-être un peu l'année prochaine, et après ça va s'arrêter vu qu'on n'aura que des joueurs recrutés par Arteta et Edu. Donc voilà. La date du fin du mercato, c'est en septembre. Après, j'ai plus la date exacte. Je peux pas te dire, Yves. C'est vrai en septembre. C'est vrai que de base, en plus, la fin du mercato, ça devait être. Il y avait une saison, je crois, c'était 2019-2020. Ça s'était arrêté à la première journée de PL. Et au final, ils ont plus refait ça à cause du Covid, je crois. Ouais. Non, et voilà. Ouais. Pour l'aspect mercato, je pense qu'on a fait le tour. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose de votre côté, les gars. Non. Mais voilà, on a fait à peu près le tour pour ce petit débrief de Séville. On a fait les top flops, on a fait le premier mercato. Que dire de plus? Pour ceux qui sont présents là sur le live, on a un concours qui est dispo sur Twitter si vous le souhaitez. Le tweet est sur notre compte Twitter, donc vous avez juste à retweet et follow le compte sur Twitter et potentiellement sur YouTube pour gagner votre maillot. Et peut-être terminer rapidement, histoire de terminer, parler du All or Nothing, vu qu'il y a un nouveau trailer qui est sorti. Je ne sais pas si toi tu l'as vu, Valentin, le teaser, là, le tout dernier. Ouais, avec le speech de Arteta là, contre Norwich. Ouais, franchement, ça donne envie. Parce que du coup, autant en fin de saison, l'année dernière, j'étais plus hype par le truc, vu qu'on avait raté la qualification en Ligue des Champions, mais dès que j'ai vu les extraits, j'ai juste envie de tout voir. De toute façon, quand tu es en inter, c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis même, genre, le groupe est attachant. Genre là, on va être encore plus attaché, en fait, vu que c'est quasiment que les mêmes joueurs qu'on a cette saison. Ça va être, avec en plus des arrivées, mais ça va être quelque chose, je pense, d'assez cool, en fait. Tu vois, genre, on va être là, posé, on va regarder notre équipe, voir comment ça se passe les insights, tout ça, voir comment se comportent certains joueurs, parce que c'est aussi ça. En apprendre plus sur certains. Et franchement, moi, je suis hypé de ouf. Hein. Donc, après, même s'il n'y a pas la C1, je suis hypé quand même. Vous avez pareil. Je pense que vous avez vu les reportages sur City, Tottenham ou Bayern. Donc, c'était... Même le Bayern, même Tottenham, cool. Tu vois, j'étais en mode putain, les... J'ai vu pas mal d'extraits, mais je sais pas regarder. Non, si je peux te conseiller, ce serait celui sur le Bayern. Moi, j'ai bien kiffé. Ça se passe limite plus en interne dans les coulisses du club, sur la gestion d'Oliver Kahn, etc. en interne que sur le terrain. Mais c'est vraiment cool. On apprend pas mal de choses. Donc, s'ils peuvent tourner ça aussi dans ce sens-là sur les 9 épisodes qu'on va avoir, les 3 premiers sont du coup sont jeudi prochain, il me semble. C'est ça. Ouais. 4. Donc, pour ceux qui veulent venir débriefer ça, je pense que nous, de notre côté, on va rapidement se les enfiler le jeudi. Et puis, on va se retrouver sûrement sur Twitch pour en discuter, pour en parler un peu de ces épisodes-là. Donc, on se donnera rendez-vous jeudi soir, je pense. Calm Stoven qui nous dit j'ai hâte de voir le management d'Arteta. En tout cas, de ce qu'on a vu là, des extraits. En tout cas, moi, comme je le disais aux gars dans le groupe, je suis pas mal fan des grands discours, etc., des grandes envolées lyriques, un peu à la coach Carter, etc. Donc ça fait plaisir, je kiffe ça. Donc voilà. Et puis Dispatch qui nous demande que pensez-vous du match de vendredi contre Crystal Palace. Palace, c'est compliqué à jouer. Steelers Park, c'est compliqué à jouer, mais on est en confiance. On a fait une bonne pré-saison. De ce qu'on a dit pendant tout le live, on a des joueurs qui sont en forme. On a un 11 qui est convaincant. Donc, toi, Valentin, tu sens comment le match de vendredi contre Palace? Après, Palace, je trouve que ça a joué très très bien l'année dernière. Moi, j'ai pas envie de trop partir en live en disant on va tout gagner, etc. Je pense que la victoire, elle est en bonne voie. Parce qu'on a un très bon 11, je trouve, qui est assez équilibré comme ça. Après, ça devrait le faire. Je pense qu'on on avait assez mal démarré la saison dernière et je pense que cette année, faut commencer directement en force. Donc, typiquement, le calendrier qu'on a quand même sur août août est plutôt favorable, on va dire, entre guillemets favorable. Mais après, effectivement, c'est toujours compliqué d'aller se déplacer sur une première journée, etc. Mais on va dire on a le 11 qui est plutôt bien formé. On a vu des belles choses
Il y a de l'équilibre et des buts. Et puis, on n'aura pas tant d'absents que ça par rapport à l'an dernier contre Brentford. Donc ouais, c'est positif. Donc, on donnera rendez-vous aussi, du coup, le vendredi pour débriefer ça aussi. Donc c'est à peu près tout là-dessus. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose, les gars, mais je pense qu'on a fait le tour de ce live-là. Donc, why not? Qu'il y a de plus? Bon, c'est bon. Petite mention spéciale pour le maillot, le 3e maillot qui est très mignon. C'est vrai, on n'en a pas parlé, mais ouais, le sort qui est plutôt cool. Hein. Je pense qu'on va se faire raqueter par Adidas encore cette année avec les 3 maillots. C'est quasiment inévitable. Ouais, je pense. Ton côté, Lounès, tu avais quelque chose à rajouter? Non, moi c'est bon, les gars, on a fait le tour. Je pense que tout a été dit. On a parlé du match, on a parlé du mercato. Donc, on a parlé de Crystal Palace. Moi, juste pour ajouter vite sur Crystal Palace, quand même, je suis un peu comme Valentin. C'est une équipe qui est vraiment chiante à jouer. Tu l'as dit, Loïc, là-bas, c'est relou, mais j'ai confiance parce qu'on est en confiance, parce qu'on a un 9 qui est capable de mettre des buts, un 10 qui est exceptionnel, un bon milieu, une bonne défense. Donc, on verra, mais pour moi, c'est. Il n'y a jamais eu autant de signaux au vert depuis longtemps sur une saison. C'est ça qui me donne non, c'est cool. Après, on était en confiance quand on avait gagné la FA Cup il y a 2 ans et qu'on reprenait en 2020-2021, mais il n'y avait pas les supporters, il n'y avait pas tout ça. On savait que l'effectif était plus ou moins bancal, mais là on est vraiment, on va dire, bien. Ouais. Non, écoutez les gars, sur ce, je pense qu'on a fait le tour et puis on se donne rendez-vous, comme je l'ai dit, le jeudi 4 pour débriefer le All or Nothing, les 3 premiers épisodes. Et puis vendredi pour débriefer le match contre Crystal Palace pour la première journée de Première Ligue. Donc voilà. Sur ce, les gars, bonne fin d'après-midi à vous. Et puis bon week-end. Hein, en espérant que ce match-là vous ait plu et puis que le débrief vous ait plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis on a le petit concours sur Twitter pour ceux qui veulent gagner un maillot. Voilà. Ok. Merci à tous. Salut les gars, passez une bonne après-midi.